Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Ah oui, c'était intéressant. Puis on retrouve, alors je vais parler pour la FSU, puisque je suis ici pour représenter la FSU 19, mais je suppose que d'autres organisations syndicales de l'éducation diraient, celles qui sont les plus proches de nous, on est proche de la CGT, et puis aussi, bon, je ne crois pas qu'il y ait des présents dans la salle de Solidaire. Mais on retrouve ici, bien sûr, les mandats que l'on porte. Alors, je n'ai pas de papier et de crayon, donc je n'ai pas pu prendre de notes. Voilà. Mais la formation du citoyen, évidemment. Offrir à chacun, au maximum de ses capacités, offrir à chaque enfant un avenir. Ça, c'est aussi dans mon mandat. La gratuité de l'enseignement. Oui, bien sûr, que ce plan Langevin, on se reconnaît tout à fait à l'intérieur, encore aujourd'hui, à l'école de 2026. Et puis, je suis enseignante, pour parler de mon cas particulier, en lycée professionnel. Donc, j'ai écouté avec particulièrement d'attention tout ce qui touchait à la formation, la voie, ce qu'on appelle les 3 voies de l'éducation. Et moi, je suis dans la voie professionnelle. Et je suis toujours... c'est une voie importante. Il n'y a pas que celle des humanités, il y a aussi, en parallèle, celle de la formation du lycée professionnel. Alors, je vous avoue que là où je sors de la canicule comme vous, donc je suis un peu fatiguée, donc vous me pardonnerez quand je cherche un peu mes mots. Donc, moi, j'avais prévu, alors je vais essayer de faire pas très long, puisqu'on parle de la résistance, et puisqu'on parle des mandats et de notre vision de l'école, de ceux aussi qu'on défend, parce que cette vision de l'école, que ce soit celle de Langevin ou celle de la FSU, ou j'imagine celle de la CGT Éduc, elle est menacée, puisque l'école n'est pas un sanctuaire protégé des influences xénophobes ou antidémocratiques de l'extrême droite, qui, comme je ne vous l'apprends pas, est en train de monter. Alors moi, je vais rester sur le domaine de l'école. Et malheureusement, la banalisation des idées de l'extrême droite, elle a pénétré l'école. Aux dernières élections européennes, les sondages ont montré qu'entre 15 et 20% des profs avaient l'intention de voter pour Bardella. Okay, ce qui aurait été inimaginable il y a encore 20 ans. Et s'il y a un projet, alors il y a beaucoup de partis politiques et il y en a malheureusement beaucoup qui n'ont aucun projet et aucun programme pour l'école. Et s'il y a bien un parti qui a un projet pour l'école, c'est le RN. D'ailleurs, on peut le trouver sur Google, vous le tapez, un projet école RN, vous trouverez celui qui fait 16 pages de Marine Le Pen pour les présidentielles de 2022. Il faut bien aussi dire que beaucoup de ces idées ont été reprises par le gouvernement Macron. Le gouvernement Macron n'avait pas de projet pour l'école et ces nombreux ministres de l'EN successifs, à commencer par Blanquer, s'en sont largement inspirés. Elles n'ont rien de neuf et elles sont basées sur une vision réactionnaire de la société. Donc on devait répondre, j'avais discuté avec Henri en tant que syndicat, comment combattre cette banalisation de l'extrême droite dans la société et plus particulièrement à l'intérieur de l'école. Mais pour cela, il faut déjà connaître ce qui définit quelle est la vision de l'extrême droite pour l'école. On va voir qu'elle est très différente de celle de M. Langevin. Alors d'abord, le PowerPoint n'a aucune importance, c'était juste une illustration et la première que j'avais mise, c'était une qui venait du maréchal Pétain et de ce qu'il appelait la révolution nationale. Et Pétain était obsédé par l'idée du déclin. Et ça, la vision décliniste, le fait que tout va mal, que le niveau baisse, qu'il y a un nivellement par le bas, que l'école est foutue, qu'on n'y apprend plus rien, c'est une idée d'extrême droite qui est déjà ancienne. Ça fait déjà très longtemps que ça allait mieux avant. Jean-Marie Le Pen a déclaré, par exemple, en 1986, donc c'est pas récent quand même, que les élèves étaient analphabètes en France et illettrés. Voilà. Et Marine Le Pen, dans son programme que vous pouvez trouver sur Internet, son PDF, parle de la nécessité de redresser la France. Ce mot de redressement vient du maréchal Pétain. Alors, en plus de la vision décliniste,
Alors vous avez rappelé à maintes reprises dans le projet à Langevin l'idée de démocratique. Notre vision pour l'école, elle est celle de la FSU, celle de M. Langevin, celle de nous tous ici, je pense. C'est une vision démocratique. La vision de l'extrême droite, c'est une vision antidémocratique de l'école. C'est ce qui s'appelle l'école du mérite, soi-disant. Pour le but de la FSU, le but de M. Langevin pour l'école, c'est donc que chaque élève puisse arriver au maximum de ses capacités. Pour l'extrême droite, c'est pas du tout ça. Il y a des inégalités qui sont naturelles, donc il est tout à fait légitime de trier les élèves. Pour la grande masse des élèves, savoir lire, écrire, compter, ça suffira. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux, qui ont d'ailleurs été bien remis à la mode par M. Blanquer. Pour les études supérieures longues, tout ce qui concerne la culture, ça sera destiné à une élite, à une méritocratie. Alors qu'est-ce que le mérite? Eh bien, ceux qui s'enrichissent réussissent parce qu'ils travaillent. Voilà. Il n'y a aucune vision sociologique, sociétale de l'école à l'extrême droite. Marine Le Pen a déclaré « Seul le mérite doit être un critère de sélection » en 2017. Marine Le Pen, qui est arrivée, comme on le sait tous, par la force de son poignet, puisque son père était milliardaire et qu'elle a toujours vécu dans un château. Zemmour a déclaré qu'il voulait une école sélective et méritocratique, rétablir le culte du mérite et de l'effort. Parce que bien sûr, si on ne réussit pas à l'école, c'est qu'on est un gros fainéant. Donc l'idée du mérite, elle n'est pas l'apanage de l'extrême droite, elle revient beaucoup. Elle a donné l'idée à l'école des groupes de niveau et de ce que M. Attal a appelé les chocs du savoir. Bon, ils sont revenus dessus parce que ça n'a pas bien marché, mais on avait prévenu que ça ne marcherait pas. C'est sûr que si on met tous les bons ensemble et tous les mauvais ensemble, personne ne va progresser. Alors que veut l'extrême droite? Elle veut la fin du collège unique. Et elle veut une orientation précoce. Donc elle veut réorganiser tout le collège tel qu'on le connaît maintenant, en mettant des tests d'entrée au collège, en orientant dès la 5e vers la formation professionnelle, ce qui existait quand moi j'étais jeune, mais on parlait d'un CAP qui n'avait rien à voir avec le CAP de maintenant. Hein. On est dans ce qui s'appelle la massification de l'école. Donc, et puis pour ceux qui n'auraient pas les capacités de suivre, eh bien, on les enverra en apprentissage dès 14 ans. Il ne s'agit pas de l'apprentissage du CAP comme on imagine dans les métiers de l'artisanat, etc. Il s'agit de ne plus former. Alors là, je digresse un peu parce que la formation professionnelle, c'est mon dada, c'est mon métier. Je suis prof en lycée professionnel. Donc, à l'extrême droite, comme il faut bien le dire aussi dans les réformes actuelles de la voie professionnelle du gouvernement Macron, il ne s'agirait plus pour les élèves les plus en difficulté d'être formés à un métier, mais d'être formés à des tâches et d'être formés sur un poste et d'être formés sur une ou deux compétences. C'est pas ce qu'on cherche nous dans la formation professionnelle publique. Nous, on veut former à un métier, à un homme sur un poste d'une machine, qui, le jour où elle sera désuète, le gagne par là son travail. Donc, bref, là j'ai digressé, mais c'est parce que c'est important. Donc, ils veulent des examens plus sélectifs. Ils veulent des examens plus sélectifs. D'ailleurs, notre gouvernement aussi n'arrête pas de dire que les examens sont trop faciles et qu'on les donne à tout le monde. Marine Le Pen a félicité Macron. Elle a dit que sa politique en faveur de l'apprentissage était très bonne, évidemment, puisque Macron finance, notre gouvernement donne des millions tous les ans aux entreprises pour prendre des apprentis. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vision de l'apprentissage? C'est une école qui serait productrice de main-d'œuvre asservie et mal payée. On n'est plus vers une volonté, la volonté de Langevin, la volonté de l'élévation du niveau de qualification. Pourquoi? Parce que l'élévation du niveau de qualification, c'est aussi l'élévation du niveau des salaires. Donc, c'est pas intéressant pour les organisations patronales. Autre attaque de l'extrême droite, attaque sur ce qui s'appelle l'éducation prioritaire. Donc, l'éducation prioritaire, c'est donner, le principe, c'est donner un peu plus à ceux qui en ont le plus besoin.
Donc Jean-Marie Le Pen en 2006 a déclaré que l'éducation nationale instituait des traitements préférentiels à destination de populations spécifiques au mépris de la laïcité. Donc on ne voit pas ce que vient foutre ici la laïcité, ou plutôt on voit très bien, puisque les élèves en difficulté, ils sont forcément pas catholiques. Donc il y a cette vision, alors il n'y a pas que Le Pen, il y a aussi l'instrumentalisation des œuvres rurales. Tout d'un coup, l'extrême droite se découvre un grand intérêt pour les œuvres rurales, et ils disent que les mesures prises en faveur de l'éducation prioritaire témoignent du mépris du gouvernement pour les œuvres rurales. Comme si en zone rurale, il n'y avait pas de difficultés scolaires, et comme si l'argent qu'on donnait pour l'éducation prioritaire allait inonder massivement des quartiers, évidemment ici c'est des quartiers de banlieue qui sont visés, au détriment d'enfants des zones rurales. C'est-à-dire qu'on voit, ici on présente des pauvres de la campagne, démunis, les pauvres blancs démunis contre les pauvres racisés qui accapareraient tout le budget de l'État. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen dit aussi, les écoles gâtées sont celles des allophones nouvellement arrivés. Et je parle bien de Jean-Marie Le Pen, donc ça c'est 2006, hein, c'est pas un discours nouveau. Donc il y a un rejet de l'éducation prioritaire, de toute idée de discrimination positive, aussi au prétexte de l'égalité. En fait, rejeter, on appelle notre volonté à nous d'égalité est qualifiée d'un ton méprisant d'égalitarisme. Vous voyez, tous ces mots en isme qui viennent de l'extrême droite, droit de l'homisme, égalitarisme, tout ça une façon méprisante de désigner nos idéaux. Si l'extrême droite a un ministre de l'Éducation nationale, ils nous ont déjà dit que ce serait Roger Chudeau. Donc en 2022, il a été président d'une commission d'information à l'Assemblée nationale et il y a contribué à ce rapport. Il a parlé des territoires d'Éduc-Prio comme des territoires perdus de la République, voire des territoires conquis de l'islamisme, carrément. Alors, bon, pour en venir à notre RN actuel, c'est M. Bardella, donc lui il va encore un peu plus loin, puisque lui son projet c'est le collège modulaire. Qu'est-ce que le collège modulaire? Eh bien, tous les enfants, contrairement à ce que prévoit ce qui était dans le plan Langevin, les collèges auraient des programmes différents. Il y aurait un programme pour les élèves méritants, les bons élèves, etc., et un programme différent pour ceux qui ont des difficultés, bon, les pauvres, les arabes, etc. Et eux, ils se contenteraient des fondamentaux. Bon, il ne le dit pas comme ça, il ne dit pas les pauvres et les arabes, ça c'est moi qui le dis. Voilà. Donc un collège, ça serait la fin en fait de cette volonté de faire un programme unique, tous les élèves vers les mêmes objectifs, évidemment chacun à son rythme. Voilà. Donc l'école de l'extrême droite, c'est aussi l'école de l'exclusion et du racisme. Donc dans le code de l'éducation donne le droit à la scolarité pour tous les résidents du territoire. Donc Marine Le Pen a déclaré en 2016 qu'elle je considère que la solidarité nationale doit s'exprimer à l'égard des Français. Je n'ai rien contre les étrangers, mais je leur dis, si vous venez dans notre pays, ne vous attendez pas à ce que vous soyez pris en charge, à être soignés, que vos enfants soient éduqués gratuitement. Maintenant, c'est terminé, c'est la fin de la récréation. Donc on voit bien que, je pense que ça se passe de commentaires. Alors, en 1991, plutôt, Bruno Maigret avait dit qu'il voulait un quota maximum d'enfants étrangers par classe, parce que ce sont les étrangers qui font baisser le niveau. Cette idée de 91 a été ressortie très récemment, le 27 novembre 2025. Il y a un think tank nommé l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Ça fait très sérieux, mais en fait c'est un groupuscule financé par le milliardaire dont vous avez dû entendre parler, Sterrin. C'est lui qui finance moult événements pseudo-culturels sur le territoire. Et oui, ils sont à Sterrin, Bolloré, tout ça, ils sont proches. Il a un livre sorti, l'impact de l'immigration sur le système éducatif français. L'ouvrage Marmas sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté, carrément.
Donc on voit qu'il y a alors c'est le projet Périclès, je pense que tout le monde le connaît, donc je ne vais pas trop développer. Donc, pardon? Et Nemesis, le groupe Nemesis. Ah oui, Nemesis, c'est financé par Stara, Nemesis? Oui, mais c'est en fait l'allusion mortifère de la mythologie égyptienne. Ah oui, d'accord. Et Nemesis, c'est un projet qui est monté contre la démocratie, et qui est totalement open bar. Oui, oui. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que ce sont des milliardaires derrière. Donc il y a un financement énorme, et qui est direct par les associations, mais qui est aussi... enfin, c'est difficile de lutter parce qu'il va être... il y a l'achat de tous les médias, les journaux, la télé, tout ça va propager le même discours. Donc ce qu'il y a, c'est si c'était qu'un type isolé dans son village, bon, ce serait pas grave. Mais là, il y a vraiment de gros moyens qui sont clairement mis au but, dans le but de financer, donc de faire arriver au pouvoir l'extrême droite. Et puis, en plus de l'extrême droite, il y a aussi tous ces lobbies industriels. Et pas seulement industriel, il y a tout ce qui s'appelle les GAFAM, qu'on voit avec Musk, Facebook, machin, tous ces trucs-là, et l'intelligence artificielle. Il y a aussi le groupe Montaigne. Oui, alors, on peut plus... voilà, il y a tout un lobby. Qui est une émanation philosophique du MEDEF. Oui. Alors, pour arriver à quand même parler de la pédagogie, puisqu'on est à l'école, on parle de l'école, donc déjà l'extrême droite ne parle pas de... Elle parle avec condescendance, ça reste toujours ces mots en isme, donc quand elle nous reproche de faire preuve de pédagogie, elle parle de pédagogisme. Voilà. En fait, l'extrême droite a une vision idéalisée et passéiste d'une école qui n'a jamais vraiment existé d'ailleurs. Et pour eux, l'enseignement, c'est un cours magistral. L'enseignement, il est vertical, il descend du prof et il tombe sur les élèves. Et la pédagogie, c'est de l'idéologie gauchiste. Voilà. La vraie école, c'est une école où on est obéissant à l'enseignant qui a toute autorité. L'enseignant, dans le programme de Marine Le Pen ou de Bardella, il est soumis au Parlement, et c'est le Parlement qui définit le programme, les méthodes. C'est la fin de ce qu'on appelle la liberté pédagogique. La liberté pédagogique, c'est quelque chose auquel les enseignants tiennent, c'est-à-dire qu'ils ont un programme, mais donc ils ont des buts à faire atteindre à l'élève, mais ils y atteignent par les moyens qu'ils veulent. S'ils veulent faire lire tel livre, bon, à condition, il y a évidemment pas n'importe quoi, mais ils choisissent leur support. Et leur pédagogie. Donc il n'y aurait plus de liberté pédagogique, et on renforcerait les contrôles sur les enseignants. Ce qui nous rappelle d'ailleurs rapidement, parce que je ne suis pas, vous êtes plus historien que moi, sous Pétain, le statut des fonctionnaires en 1941, c'était l'obéissance absolue. D'accord? Donc ce serait un retour un peu vers ça. Une idée qui a été partiellement, alors je ne veux pas mettre tout à fait un signe égal entre Macron et l'extrême droite, mais une idée qui a été partiellement reprise par le gouvernement qui va imposer des manuels scolaires qui seraient validés, labellisés par le gouvernement. Donc, dans une matière qui est particulièrement utilisée par l'extrême droite, c'est l'histoire. Qu'on enseignerait, c'est l'idée du roman national. Donc on enseignerait une vision de l'histoire un peu mythologie, plus proche de la mythologie, patriotique. Voilà, comme nos ancêtres les Gaulois, nos images d'Épinal, etc. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est une instrumentalisation de l'histoire avec des interprétations fallacieuses, des mensonges. Pour eux, l'histoire... Et ce salaud de Ravaillac. Et ce salaud de Ravaillac. Donc l'histoire, en fait, elle aurait un but, c'est de faire naître, de développer et d'affermir les sentiments patriotiques et la conscience de l'unité nationale. Voilà le programme de l'extrême droite. Il faut aussi un redressement moral pour redresser les corps et les esprits. Ce qui est quand même, ça c'est dans le programme de Marine Le Pen, mais c'est aussi le programme de Pétain avec les chantiers de jeunesse. Donc on peut reconnaître le SNU d'ailleurs, le service national, l'uniforme, etc. L'extrême droite veut interdire l'éducation à la sexualité à l'école, qu'elle présente comme une promotion de l'homosexualité, comme une promotion il y a tout un complot autour de la théorie du genre qui n'existe pas en réalité. Il y a beaucoup d'associations qui attaquent l'école, une constellation, il y a SOS Éducation, les Mamans Louves, Parents Vigilants, ça c'est Éric Zemmour. Il y a aussi des associations catholiques traditionnalistes qui reviennent.
voilà, qui gravitent autour de l'école et qui dénoncent. Et dès qu'on veut parler d'autre chose que de leurs idées, eh bien, on est des woke. Il y a aussi cette théorie. Donc Zemmour, par exemple, a dit « Nous chasserons des classes de nos enfants le pédagogisme, l'islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT ». Alors, c'est pas que la France, c'est quand même un mondial, européen, voire mondial. En Allemagne, l'extrême droite a ouvert un site internet pour que les élèves puissent dénoncer leurs professeurs qui seraient gauchistes. Autre vision de l'extrême droite de l'école, bien sûr, c'est le miracle. Comment on va régler tous les problèmes de l'école? Il n'y a qu'une seule solution, c'est l'autorité et la discipline. Donc, il faut rétablir l'autorité. C'est facile à dire, et puis ça permet de simplifier tous les problèmes sociaux qu'on a actuellement. Ça évite d'y réfléchir, il n'y a qu'une seule solution. On va les mettre à l'armée, voilà. Donc il y a aussi une instrumentalisation du moindre fait divers. Bon, évidemment, il y a toujours eu des faits de violence, mais à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas la télé, donc on entendait moins parler. Donc on généralise, on dramatise et on exagère le moindre problème à l'école. Attention, je ne suis pas en train de tenir des propos angéliques et de dire que tout va bien à l'école, hein, c'est pas mon propos. Alors Macron va reprendre ça en disant par exemple que le téléphone portable va être interdit. Il faut quand même savoir qu'il est interdit depuis 2018. Que les profs doivent que les élèves doivent vous voyer les profs. Alors en fait, moi j'ai toujours vous voyé mes élèves, après chacun fait ce qu'il veut dans sa classe. Moi personnellement, je vous vois mes élèves, j'ai pas attendu que... Après je demande pas à ce que tous mes collègues le fassent, chacun fait ce qu'il veut en fait. Moi je les vous vois, et à la limite, si on m'oblige à le faire, je vais peut-être passer au tutoiement juste par esprit de contradiction. Et j'ai plein de collègues qui vous voient leurs élèves, mais pas parce que voilà, c'est leur façon de faire. Alors, Chudo, il veut aussi rétablir ce qui s'appelait pas les pénitenciers, mais aidez-moi. Les maisons de correction, merci. Pour les élèves perturbateurs. Et il ne veut pas de possibilité de retour vers un établissement normal. Si on est condamné là-bas, voilà. Et comment, après cette maison de correction, après cette maison de correction, on revient à l'école, on part vers le travail, ou bien, si on est trublion, dans un centre éducatif fermé. Autre thème important à l'extrême droite, maintenant ils utilisent la laïcité. Ils n'en avaient rien à faire de la laïcité pendant longtemps, ça ne les intéressait absolument pas. Bruno Maigret avait d'ailleurs déclaré que la laïcité, ça ne lui plaisait pas dans son interview à la Provence en 2024, donc c'est quand même récent. Il a lui-même dit, mais nous on ne s'intéressait pas à la laïcité parce que ça met sur un pied d'égalité toutes les religions. Ben oui. Donc il préférait parler d'identité. Alors maintenant, en fait, ils se posent comme des défenseurs de la laïcité. Bon. Donc à l'école, ils veulent qu'il y ait des signalements systématiques si la laïcité est menacée, des exclusions, des mesures pénales, des sanctions financières contre les parents. Bon, alors quand ils parlent de laïcité, ils ne parlent que de l'islam, il faut être clair, d'accord? Le discours contre l'islam, c'est devenu un axe majeur de propagande d'extrême droite. C'est De Villiers qui avait un peu lancé la mode, enfin, ça a toujours existé, mais De Villiers avait vraiment sa première campagne présidentielle en 2007 qui parlait quasiment que d'islam. C'était un pionnier, on va dire, puisque maintenant, c'est tout le monde. Alors, le Rassemblement National défend, enfin le Front National dans les années 80 aussi, ils ont toujours défendu l'école privée. Ils défendaient dans les années 80, par exemple, le chèque d'éducation. Tous les parents auraient une allocation pour financer la scolarité de leurs enfants dans l'établissement de leur choix. Ce qui était une façon détournée de demander à l'État de financer l'école privée. Voilà. Bien sûr, Jean-Marie Le Pen, lui, présentait ça comme une mesure pro-choix. Voilà. Bien non, je préfère pas l'école privée, c'est juste que je veux qu'on choisisse. Bon. Cependant, dans le même temps, en 84, il disait, en parlant de l'école publique, il faut déposer le bilan de cette institution en faillite, il faut séparer l'école de l'État. Marine Le Pen a dit que ses enfants étaient à l'école publique, ce qui est complètement faux. Bref. Sterrin, dont on parlait tout à l'heure, alors Sterrin qui a fait fortune avec la Smartbox, donc si vous ne savez pas quoi boycotter la Smartbox, il est aussi le propriétaire de chaîne de restaurant à la Pataterie. Ça, je ne savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, il a... En parenthèse, on notera
il a un patriotisme à géométrie variable, notamment quand il s'agit du portefeuille. Parce que c'est un grand patriote, hein, c'est un ultranationaliste, sauf quand il s'agit de s'exiler fiscalement en Belgique. Comme beaucoup, oui. Voilà. Alors, je me demandais où vous étiez. Il a un patriotisme à géométrie variable, comme la plupart de ses congénères. Alors, son budget, donc son projet Périclès, c'est 158 millions d'euros sur 10 ans pour faire parvenir l'extrême droite au pouvoir, pour financer des internats catholiques d'excellence, l'Académie Saint-Louis, et les associations qu'il finance. Alors, il y a une association qui s'appelle Chant de France, Murmure de la Cité, qui fait des spectacles un peu dans le style d'histoire revisitée, comme le Puy du Fou, le Réseau des parents, Puy du Fou Film, et Excellence Ruralité. Bon, il y en a sûrement encore d'autres. Le canon français. Pardon? Le canon français aussi. Oui, c'est ce qu'ils font les banquiers. Il va y avoir à Aurillac, là, bientôt. Voilà. Et aussi de très beaux. Puis il y en a qu'on va voir en toute bonne conscience. Moi, j'avoue, hein, je ne sais pas tout. Donc, j'allais à Bordeaux, là, ils ont fait un très beau spectacle dans une église avec des lumières, etc. Mais c'est lui aussi. Comme quoi, il faut vraiment aller chercher. Alors, je vais terminer, dernier point, donc les profs eux-mêmes. Bon, l'extrême droite méprise clairement les enseignants. En 1984, Jean-Marie Le Pen a déclaré « Pour faire travailler les enfants, il faudrait que les maîtres travaillent ». En 86, alors ça c'est assez énorme, c'est Jean-Claude Martinez, il écrit un rapport sur la commission des finances pour l'Assemblée nationale. Et dedans, tenez-vous bien, il dit en 86 « L'échec de l'éducation nationale est le produit monstrueux de l'accouplement des pédagogues et des syndicalistes, des pervers de l'éducation nationale et des ratés de l'enseignement. Les enseignants sont des cellules pathogènes ayant échappé à la radiation. Les syndicats, des barbares installés aux frontières de l'Empire romain qui pratiquent un génocide culturel. » Carrément. Alors, plus récemment, Chuteau, en 2023, au représentant des syndicats enseignants, a dit il faudrait que vous vous mettiez au niveau et que vous baissiez d'un ton. Alors, cette attitude méprisante et elle a un petit peu changé depuis une vingtaine d'années, puisqu'il s'agit quand même de séduire un électorat, et comme je l'ai dit, ça marche, puisqu'il y a quand même jusqu'à 20% des enseignants qui disent vouloir voter ou voter pour l'extrême droite, donc ils n'ont pas conscience de ce mépris apparemment. Donc le discours de séduction de Marine Le Pen, nous n'avons pas su vous parler, vous êtes des victimes du système, on est là pour vous défendre, toujours en restaurant l'autorité. Et puis, pour ce qui est des salaires, alors le discours est flou et variable, puisqu'elle promet des hausses de salaire, mais elle dit aussi, ou il, puisque maintenant c'est Jordan, qu'ils vont arrêter le gaspillage des dépenses de l'État, donc c'est un peu incompatible, puisque nous, notre salaire, c'est l'argent de l'État. Alors, pour conclure, parce que je suis longue, je ne sais pas parler autant, l'action des syndicats, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quelle action mener en tant que syndicat? Donc déjà des actions collectives, parce que seul on ne peut pas grand-chose. Donc il existe un collectif de syndicats qui s'appelle VISA, qui a été créé en 1996 avec FSU, CGT et Solidaire. VISA, ça veut dire Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Donc la FSU 19 en fait partie. Alors après, j'avoue que localement, on n'a pas adhéré depuis très longtemps. Il y a des départements qui sont depuis bien plus longtemps que nous et qui sont très actifs. Et c'est peut-être par eux, sans le savoir, que vous avez des informations sur ce qui se passe un peu partout en France. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'un député RN, il n'y a pas longtemps, s'est indigné et a demandé qu'on interdise les formations des enseignants qui parlaient politique, et elle a visé directement les formations VISA. Donc pour lutter contre l'extrême droite, il faut connaître ses idées et il faut savoir les reconnaître, parce qu'elles sont pas toujours, elles viennent pas toujours, et pas seulement, malheureusement, du Rassemblement national. Elles ont imprégné toute la société. Elles n'émanent pas que des partis minoritaires ou de groupuscules. Hier soir, j'ai lu un article d'un journal qui s'appelle La Conversation. Et c'était des chercheurs, ils ont fait un truc intéressant, ils ont analysé les discours politiques et ils ont cherché des mots-clés qui étaient rapprochés à des idées d'extrême droite, par exemple, invasion migratoire. Et alors, donc, des discours d'hommes politiques de tous les partis, sauf d'extrême droite, bien sûr. Et bien, les hommes politiques qui reprennent le plus les idées d'extrême droite se présentent comme étant du centre. Par exemple, alors je ne me rappelle plus du troisième, mais ceux qui ressortent, c'est Édouard Philippe et Gabriel Attal. L'extrême centre. Voilà, c'est le centre qui essaie en fait qui se présente comme le parti
de la raison, enfin le parti, c'est des personnes, ce sont partie de la raison, du bon sens, et c'est un peu comme ça que nous sommes vendus les idées d'extrême droite, des idées du bon sens et de la raison. Et bon, donc... Il ne faut pas oublier quand même que Macron lui-même avait une position vis-à-vis de Pétain qui était pour le moins ambiguë. Ah ben encore maintenant, il a cité Maurras. Et je dis même pour le moins ambiguë. Oui, oui. Oui, bien sûr. Et de toute façon, il choisit, il faut voir les ministres qu'il choisit. Oui. Alors, donc voilà, connaître les idées, ça c'est la première chose. Souvent on présente l'extrême droite en disant il faut débunker ces idées et montrer, alors ça va peut-être pas suffire parce que le débunkage, ça a ses limites. D'abord on sera toujours en retard d'une déclaration, c'est-à-dire qu'on va toujours être en train de courir derrière pour pouvoir dire le contraire. Donc, est-ce qu'on doit faire du débunkage? Est-ce que, par exemple, quand on voit dans des libérations, par exemple, Check News, ça va aller jusqu'où? Est-ce qu'on va avoir, vrai ou faux, les Arabes sont des voleurs? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on doit reprendre ces idées-là pour les débunker? Je suis pas sûre. Enfin, c'est quand même intéressant de le faire, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais il faut surtout le combattre. Et comment le combattre? En défendant une autre vision de l'école. Donc, la vision de l'école, c'est ma conclusion, j'espère que tu vas être soulagée. Donc, la vision de notre école, c'est celle de quelle école? C'est une école de l'inclusion, une école égalitaire, une école qui amène chacun au plus haut niveau de qualification, qui forme des citoyens, une école, ce qu'on dit à la FSU, c'est une école qui s'adapte aux élèves et pas l'inverse. Ce n'est pas aux élèves de s'adapter à eux. Voilà, mais c'était beaucoup mieux dit tout ça par Monsieur Lanchement. Il y a Nicolas qui veut intervenir. Attends. Honneur à Guitou et après je prendrai une interview. Je te laisse pas faire si tu veux. La restauration de l'autorité et de l'autoritarisme sous Marine Le Pen, il ne faut pas oublier que ça se passera, y compris à l'école. Parce que avant, ils n'avaient pas rien à faire, ils en ont passé rien à faire ça dans la laïcité. Parce que, je peux vous dire une chose, c'est que ça se passera à l'école entre deux mondieuseries. Ah oui. Ça, c'est sûr. Merci à tous les deux, merci à tout le monde, à toutes les associations présentes aujourd'hui, représentées. Je vais vous parler très brièvement au nom de la CVT Éducation 19 pour compléter les deux interventions qui témoignent d'une chose moi, qui me frappe, c'est qu'on voit l'évolution du rapport de force en notre défaveur à travers l'histoire, après la Seconde Guerre mondiale, entre un mouvement ouvrier et un mouvement aussi enseignant et de personnel à l'offensif après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, on est malheureusement en phase défensive, on est obligé de se défendre face aux assauts des fascistes, face aux assauts d'une pensée dominante radicalisée qui veut pulvériser l'école, avoir une main-d'œuvre corvéable à merci, avoir des gamins qui ne réfléchissent pas, qui obéissent, et hop, va à l'armée, et hop, va bosser à Auchan, il n'y a même plus d'usine, donc on peut même plus dire si tu bosses pas, tu vas aller à l'usine, il n'y en a plus. Moi, c'est un truc qu'on me sortait encore quand j'étais bio, mais maintenant, il n'y en a plus. L'usine qu'il y avait dans mon village, la papette de Condat n'existe plus, malheureusement. Bref, pour compléter ce que tu disais, nous, comme d'autres syndicats, on essaie d'être aussi à l'offensive en proposant des choses qui n'ont jamais existé, qui ont été pourtant plus ou moins pensées, si on lit entre les lignes ce que tu as bien restitué par rapport au plan Vallon-Langevin. On a, par exemple, pour être très concret, une grève du service vie scolaire là, la semaine prochaine, qui va être énormément et bien suivi dans la plupart des établissements de Corrèze. Je prends le mien, Simone Veil-Avril, je prends le tien aussi, Cabanis, c'est le cas au niveau des vies scolaires. Alors je vais vous dire malheureusement pourquoi ça va être bien suivi pour un truc extrêmement con, c'est parce qu'il fait putain de chaud dans les bâtiments. On a acheté un thermomètre 35 degrés, nous, à la vie scolaire de Simone Veil, anciennement de Danton. Comme ça, certains, je pense que vous resituez plus. Et pourquoi il fait aussi chaud là-dedans? Parce que le bâtiment principal a été construit en 1963. Donc on a aussi des problèmes extrêmement cons aujourd'hui qui témoignent aussi d'un problème énorme par rapport à la question du rapport de force. C'est qu'on a des bâtiments pourris, des conditions de travail pourries. Donc ça impacte évidemment les jeunes. Et quand on nous culpabilise en disant « si vous faites grève, vous allez emmerder les gamins, vous allez emmerder le petit Éloi qui doit taper son oral, vous allez emmerder la petite Héloïse qui doit venir plus de 2 heures en train, etc. à cause de vous. »
Ben oui, mais bon, le problème, c'est qu'on va les emmerder à long terme si on ne se bouge pas aujourd'hui, parce que le service public de l'éducation nationale restera toujours dans cet état si on ne fait rien. Donc on doit se bouger de manière unitaire avec toutes celles et ceux qui veulent être à notre côté pour avoir un vrai service de l'éducation nationale. Donc je vous remercie encore une fois, parce qu'un événement comme ça fait certes, comment dire, on enlève la mer avec une petite cuillère, mais malheureusement, je ne connais pas d'autre méthode pour y arriver, on est obligé de le faire. On va le faire, ils ont des moyens disproportionnés, nous en face. On a le nombre. Donc, encore une fois, merci et continuons de nous battre dans un cadre unitaire tel que celui proposé aujourd'hui. Qui veut prendre la parole à tout hasard? Juste pour compléter ce que tu dis, ce sera mardi à l'UL de Brive, où c'est qu'il y aura un rassemblement de toute l'éducation, enfin tous les camarades qui sont grévistes et les non-camarades aussi, pour voir les gens. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, qui n'a pas directement. Oui, ma question. Je vais passer le micro. Responsable. Ouais, merci. Oui, ma question ne porte pas directement sur le sujet qui a été évoqué, mais tout de même, je crois que c'est une question d'actualité. Je voudrais savoir comment les enseignants, les syndicats d'enseignants, donc, se positionnent et quels sont les moyens qui pourront être mis en œuvre pour tenter d'endiguer, si je puis dire, l'entreprise de décervelage que constitue l'utilisation malheureusement importante de l'intelligence artificielle chez les élèves et, malheureusement pas que chez les élèves, chez les enseignants aussi. Alors, c'est une vraie préoccupation, me semble-t-il, parce que les élèves n'ont pas l'esprit critique, le recul, les connaissances pour pouvoir détrier le vrai du faux. Le risque, c'est effectivement que ça éteigne totalement leur esprit de leur curiosité intellectuelle, que ça les éloigne encore davantage de la découverte des livres, de l'histoire par les livres, voilà, parce que ils ont le sentiment qu'on leur sert tout près, voilà, et que finalement ils n'ont plus à se casser la tête. Alors, moi je sais, puisque ça vient d'enseignants, ils m'ont dit il y a des élèves qui l'utilisent malheureusement, par un très grand nombre l'utilisent, sans le recul nécessaire. Alors c'est vrai que bon, certains enseignants, les enseignants je pense reconnaissent souvent parce que malgré tout il y a des choses qui ne collent pas dans le travail rendu, mais il y a, et plus grave encore, des enseignants qui utilisent l'intelligence artificielle pour préparer leurs cours, au grand désespoir d'autres enseignants justement qui trouvent ça extraordinairement malheureux, triste, dangereux. Voilà. Donc il y a ce problème, je voudrais savoir comment précisément, quels moyens les syndicats peuvent déployer pour, déjà au sein même de la profession, essayer d'éclairer au moins sur les dangers, et vis-à-vis aussi des élèves qui vont massivement employer ça parce que c'est une solution de facilité. Voilà, première question. Ensuite, j'ai une autre question, c'est peut-être ça concerne peut-être plus les enseignements du premier degré, du secondaire, du primaire je veux dire, mais la réduction du temps de formation des professeurs des écoles, qui peut quand même impacter aussi peut-être l'importance des connaissances. Voilà, en tout cas, ce sont deux questions sur lesquelles je voudrais avoir votre opinion, s'il vous plaît. Sur l'intelligence artificielle, il faut quand même que je dise d'abord que nous, les syndicats, on a toujours un peu de retard. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour donner mon opinion personnelle, mais donner les mandats de la FSU. Oui, et à la FSU, pour qu'on ait des mandats sur quelque chose, il faut qu'il y ait un congrès et qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va défendre. Et sur l'intelligence artificielle, j'avoue que pour l'instant, on en parle, on fait des formations. Il y a des collègues à l'intérieur de la FSU qui sont spécialistes de ce sujet.
Christophe Caillot, par exemple, si vous connaissez, il s'exprime beaucoup dans les médias. Il a fait une sorte de tour de France de la formation, une tour de France de formation d'ailleurs sur l'IA pour les professeurs. Il a fait salle comble. Donc il y a une grosse demande des enseignants sur ça, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'enseignants, tout simplement, comme moi d'ailleurs. Hein. On ne sait pas exactement ce que c'est, on voudrait bien savoir ce que c'est, déjà. Évidemment, l'IA pose plusieurs problèmes. Et ce n'est pas complètement décalé par rapport à l'intervention sur l'extrême droite, parce que les grands patrons de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les technobros, là, c'est des fascistes en fait. Hein. Leur rêve, c'est de prendre le pouvoir. Clairement, si on regarde Twitter, on voit toutes les personnes qui ont été bloquées parce qu'à partir du moment où le patron de Twitter a été viré, toutes les personnes qui étaient bloquées parce qu'elles propageaient des idées de suprémacistes blancs et du racisme le plus radical, elles ont été débloquées, elles sont de retour. Voilà. Bref, nous concrètement, alors d'abord, oui, les élèves utilisent l'IA, c'est très simple d'utilisation. Je vous avoue que moi-même j'ai téléchargé pour voir comment ça marchait, alors c'est très simple d'accès. Et les élèves sont très doués pour le faire. Alors ça pose plein de problèmes. Ça pose des problèmes de triche. Et ça pose des problèmes, on est très nombreux à ne plus donner de devoirs à la maison, puisque ce n'est plus l'élève qui va le faire. Moi, je ne donne plus de devoirs à la maison. J'ai dû acheter moi-même une boîte. Alors je sais que dans ton lycée, ça a été acheté, pas dans le nôtre. Dans le nôtre, je l'ai payé avec mon propre argent, une boîte pour que les élèves mettent leur téléphone en rentrant dans la salle, parce qu'ils sont très habiles pour tricher. Alors oui, ça pose ce problème. Et puis reconnaître que c'est fait par l'IA, moi-même, j'ai trouvé, quand c'est des images, j'ai trouvé un petit site, on télécharge l'image, ils m'ont dit si c'est... Moi, je ne suis pas capable de moi-même. Apparemment, oui, si on a l'habitude, on retrouve des styles, des mots qui reviennent, etc. Ouais. Donc moi, non, la seule solution que j'ai trouvée pour l'IA, c'est d'interdire les téléphones, de ne pas donner de devoirs à la maison, et même j'en arrive à interdire le devoir et le travail à la maison. C'est-à-dire que s'ils ont, par exemple, je suis prof d'anglais, s'ils ont une rédaction à faire en anglais, en général, 1 heure, c'est trop court. Donc, je leur laisse la feuille, je reprends la feuille pour ne pas qu'ils continuent chez eux. Et je leur rends, même si je ne la corrige pas forcément, je leur rends pour qu'ils reprennent exactement là où ils se sont arrêtés. Uniquement du travail, je note rien de la maison. Bon, avant, ils pouvaient déjà tricher, hein, ça peut être maman ou la grande sœur qui faisait, quoi. Là, ça atteint des trucs industriels. Donc, ça pose aussi des problèmes environnementaux. Donc, notre position, je vous l'affirmerai plus précisément au prochain congrès, mais je ne pense pas m'avancer trop en disant qu'on est contre. Hein. Oui, les profs l'utilisent parce que c'est un... Bon, après, il y a plein de choses. On essaie de nous l'imposer lorsqu'on nous dit mais vous êtes obligé de vous en servir parce que de toute façon, c'est là et vous allez être largué, etc. Donc non, c'est pas parce que c'est là qu'on est obligé de s'en servir. C'est pas qu'il y a plein de trucs là dont je ne me sers pas, hein, à commencer par la drogue, je sais pas. Alors, la deuxième question sur la formation des enseignants, c'est pareil, on n'est pas tous d'accord. À l'intérieur de la FSU, on a plusieurs syndicats, et je sais que dans le premier degré, ils sont plutôt favorables au fait que le temps de formation soit réduit, ouais. Parce qu'on a aussi une crise du recrutement. Ah oui, mais enfin, c'est pas faux problème. Oui, c'est un faux problème. Bon, nous, on n'est pas trop contents. Surtout que, alors, on pouvait déjà avant c'était 3 ans, puis c'est passé à 5 ans, puis là, ça revient à 3 ans. C'est même pas vraiment 3 ans, puisque oui, c'est 2 ans et demi, puisque avant, c'était 3 ans de formation disciplinaire. Par exemple, vous voulez être prof de maths, vous faites 3 ans de maths. Mais après, il y avait la formation d'enseignant. Alors que là, on fait tout en 1. Donc forcément, voilà. Mais pour le premier degré, c'est très délicat parce que moi, je ne suis pas dans le premier degré et on n'est pas forcément du même avis avec... voilà. Donc je ne peux pas répondre à la place du premier degré. L'expérience fera foi à un moment donné et puis les leçons seront tirées de l'expérience, finalement. Oui. Mais bon, c'est quand même préoccupant parce que... Oui, moi je pense que c'est très préoccupant. Oui. Voilà. Tu veux lui dire quelque chose sur l'IA? Je ne sais pas si la CGT a des petits bandages. Non, oui, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire en guise de réponse sur la question de l'IA. Ça pose 3 grands problèmes. Problème de l'environnement, en effet, comme
tu as évoqué, data center, ça bouffe de l'énergie, ça consomme, ça pollue. Ça pose aussi une question évidemment au plan pédagogique. Moi j'ai déjà vu, je suis assistant d'éducation pion. Donc concrètement, les gamins aujourd'hui quand ils font leur devoir et qu'ils ont un truc noté par un prof d'histoire géo, de langue, même pour les matières scientifiques, ils vont voir ChatGPT, Grok, etc. Et des fois, quand je regarde un truc, alors moi, de formation, je suis historien, j'ai un bac plus 5 en histoire, donc je regarde ce qu'ils font surtout en histoire, parce que là, je sais de quoi je parle. Ah ben des fois, ça fait peur, les réponses que fournit le truc, parce que soit c'est extrêmement incomplet, soit c'est extrêmement partial, et évidemment, devinez où ça tire, on va dire dans le meilleur des cas, la réponse que va vous fournir l'IA sur une question très classique, sur un sujet, mettons, le rôle de l'Union soviétique et de son premier dirigeant d'alors pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline, va être orienté sur un truc centre-droit, voire va vous dire en termes de sources, parce que les élèves sont malins et demandent aussi les sources, ils vont vous filer toute l'historiographie totalitaire, tout ce qu'on connaît très bien, sur la question des 100 millions de morts, vachement mis en avant par Courtois, Nicolas Heurs, etc. Et ils vont zapper toutes les productions de nos camarades ou du moins de certains compagnons de route, voire de sociodémocrates assez intéressants, capables de se mettre à distance par rapport à toute l'historiographie totalitaire. Donc, en effet, j'ai constaté aussi chez nous à Simone Veil que de moins en moins d'enseignants donnent du travail à la maison parce qu'on se heurte à ce problème-là des élèves qui vont pencher sur de la facilité. Ils ne vont pas saisir les enseignants, les assistants pédagogiques, les AED pour avoir de l'aide. Ils vont saisir comme ça ChatGPT sans contrôler par derrière s'ils font un bon truc et après, face à l'enseignant, ils se ramassent tous parce que vous avez parfois 10 fois la même réponse, donc c'est usant, ça ne sert à rien. Et mettre des zéros de manière industrielle, ça ne rapporte rien, ça n'incite rien. Et oui, ça laisse très songeur par rapport à, comment dire, j'aime pas ce terme de crétinisation, mais la facilité à utiliser cet outil, ça n'aide pas à réfléchir. Parce que vous avez un truc tout cuit qui vous tombe du bec, et c'est encore pire que les réponses que peut vous fournir Google. Parce que si vous tapez la même chose sur Google, vous allez avoir un ensemble de réponses. Bon, évidemment, l'algorithme généralement favorise des choses très orientées, telles que Wikipédia. Wikipédia, on sait très bien, maintenant on a du recul dessus, c'est quand même assez orienté, aussi au niveau historiographique. Mais au moins, vous avez une plus grande pluralité que les réponses basiques ChatGPT, Grok, qui, si vous ne demandez pas de précision, vont vous donner un truc pur et unique, sans sourcer, sans historiographie pour ce qui est des matières littéraires ou différents points de vue, pour ce qui peut être c'est, à mon avis, l'anglais et l'espagnol. de vaste attaque contre l'intelligence. Quand Oui. on dit l'intelligence humaine, parce qu'il ne faut quand même pas perdre ça de vue, et c'est d'abord, à mes yeux, et tout le reste est vrai, mais à mes yeux, c'est la première des choses. Et c'est la fabrique de générations d'esclaves, si je puis employer ce terme, qui suivront effectivement abétis, totalement abétis, qui suivront les directions qu'on voudra bien leur donner. Donc c'est extrêmement dangereux. Oui, c'est extrêmement préoccupant. Après, la question d'être forcément hyper opposé à, malheureusement, c'est un peu vain, mais il faut voir comment on va réussir demain à s'adapter à cette chose-là. Voilà. Comment, avec quel recul intellectuel, Absolument. quel esprit critique, etc. Et ça, les jeunes ne l'ont pas. Ouais. Oui, Jean-Pierre. Oui, en fait, la question qui se pose aux enseignants depuis toujours et autour de laquelle la commission dont Jean Vallon a travaillé, c'est la question, c'est de faire en sorte que le rapport entre l'élève et l'enseignant se construise autour de l'effort consistant à faire grandir l'intelligence de l'enfant en tant qu'intelligence humaine.
C'est-à-dire que le problème que pose l'intelligence artificielle aujourd'hui, du moins ce qu'on appelle comme ça, que les véritables spécialistes, enfin ceux qui travaillent véritablement des programmes d'intelligence artificielle, ne les appellent pas comme ça. N'appellent pas ça l'intelligence artificielle. Pour eux, c'est simplement une tâche qu'on veut traiter par l'informatique et puis qu'on veut automatiser. Mais pour nous, pour le public, pour tous les profanes que sont en général les parents d'élèves et bien souvent des enseignants, le problème c'est comment assurer une croissance de la personnalité enfantine et en particulier un développement de son intelligence indépendamment de l'existence de ces outils mécaniques que sont, qu'on appelle aujourd'hui les intelligences artificielles. C'est comme ça. C'est peut-être la tâche la plus difficile parce qu'il faut la concevoir en dehors de l'idéologie qui nous est diffusée tous les jours par la télé, par la radio, par tout ce qu'on voudrait bien pouvoir éviter, l'idéologie qui est le développement d'intelligence. Désormais, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les programmes informatiques, etc. Non, le développement de l'intelligence de l'enfant, ça passe d'abord par son rapport avec ses parents et avec les enseignants qui s'occupent d'eux. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire vivre. Je dirais, pendant un moment, il faut le faire vivre contre l'intervention de ces outils mécaniques et au bout d'un certain temps, il faut le faire vivre, mais dans la maîtrise de ces instruments mécaniques. Voilà, c'est ces deux étapes-là qu'il faut arriver à réaliser. Alors aujourd'hui, le plus souvent, on est devant la première étape. Bon, ben, il faut y arriver. Alors, évidemment, moi, même si j'ai travaillé autrefois dans le domaine de l'intelligence artificielle, je n'ai aucune solution miracle à vous proposer. Simplement, il faut sauvegarder votre relation aussi bien de parents, de grands-parents avec vos enfants que d'enseignants avec vos élèves. Il faut sauvegarder votre relation avec les enfants concernés vis-à-vis de cette intervention qu'il faut considérer pour ce qu'elle est. C'est une intervention mécanique, c'est rien de plus. Hein? Voilà. Donc, aujourd'hui, la tâche, je vais dire principale, c'est une tâche de sauvegarde d'une relation humaine. Voilà. Moi, je vais vous parler d'un corollaire, parce qu'on est en train de parler, c'est que moi, je peux vous avouer une chose, c'est que moi, je suis terrifié. Lorsque je regarde la télévision, je suis terrifié, notamment les jeux télévisés, etc. Lorsque je regarde la télévision, je suis terrifié par le degré d'inculture qu'atteigne la plus grande majorité de nos concitoyens. En plus, cette inculture, elle est validée au plus haut niveau de décision dans le visuel public. C'est ça que je trouve dangereux, parce que quand je le dis, je le répète souvent, le fascisme, c'est aussi le Big Deal. C'est aussi le Big Deal, c'est aussi tout un tas de conneries de ce genre. C'est aussi tout le monde veut prendre sa place, c'est aussi ça. Hein? Le panem et sans cesse de Jules César n'a pas beaucoup changé, et ça me terrifie, puis ça me fait de la peine aussi que ça soit avec mes impôts qu'on le fasse. C'est encore pire. Et moi je trouve quand même que
Là, il y a... parce que c'est pareil, c'est que la télévision a beaucoup d'influence, notamment sur notre manière d'aborder la citoyenneté aussi. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je trouve que l'audiovisuel public a, à mon avis, une autre fonction de celle qu'il exerce aujourd'hui par rapport à ça. C'est tout. Je suis l'apologie continuelle, quasiment 24 heures sur 24, de la médiocrité, de la pauvreté morale et de l'indigence artistique aussi. Hein. Moi, ça me fait vraiment peur. Ça me terrifie. Parce que je vois mal, je vois pas d'issue et de changement à venir. C'est... Ouais. Bon, la télé, on peut l'éteindre, on n'est pas obligé de la regarder. Alors cet abrutissement, bon, il y a une volonté politique derrière, on a dit tout à l'heure, on a parlé de Sterling, de Bolloré, donc c'est financé, tout ça. Donc le but c'est de faire de l'argent, c'est le capitalisme, donc c'est vieux comme le monde. Évidemment, alors il y a aussi un mépris derrière du spectateur, parce qu'en fait on lui donne ce qu'on pense qu'il est... Ce qu'il veut, ouais. Donc on prend les gens pour des cons. Quand on lui donne, clairement, quand on lui donne 5 000 € pour qu'il donne la couleur du plan Henri IV, c'est une forme de mépris terrible. Oui, mais c'est un mépris total un manque de respect. Oui. Quand on voit aux prochaines élections, il y en a sûrement un qui va venir dans le coin, il va s'asseoir, ils vont se mettre en scène, il va s'asseoir sur une pote de foin. Là, Attal, il n'y a pas longtemps, il est allé visiter, il est allé à la campagne, je ne sais pas où, alors il s'est fait filmer par des influenceurs en train de boire une bière à 9h du matin. Comme si nous, à la campagne, on picolait tous de l'alcool à 9h du matin. Parce qu'il vend une image qu'il pense, voilà, c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qui va faire de lui quelqu'un de populaire. Donc, ça dit beaucoup, je trouve, de la façon dont les pouvoirs nous voient, nous, ici. Ils nous vendent quelque chose en disant, tiens, ça va plaire à ces cons. C'est vraiment insultant, aussi. Surtout que c'est un peu dur, parce qu'il y en a certains qui avaient arrêté de boire et à son contact, ils se prennent. Et de plus belle avant. Les pouvoirs, bon, je pense qu'on peut avancer l'hypothèse que les outils mécaniques appelés intelligence artificielle sont au service du pouvoir de classe qui opprime notre société dans son ensemble. Et en fait, il y a aussi ce souci, ce minimum d'éducation à la démocratie qu'on doit faire à la fois dans nos familles et que les enseignants doivent faire, et d'ailleurs qui est menacé par les projets des gouvernements actuels, avec leur projet de programme de brochures autoritaires à diffuser auprès des enseignants. Mais ce minimum de démocratie est un minimum de refus de l'alignement automatique sur le pouvoir social. Et d'ailleurs, l'autre aspect des choses, c'est aujourd'hui vous êtes alimenté d'informations relativement à la violence de notre société. Mais cette violence sociale, ça n'est pas autre chose que la violence réelle de l'exploitation de classe de cette société. Alors ça, bon, c'est pas forcément facile à expliquer à tout le monde, mais ceux qui profitent de la violence aujourd'hui, c'est bien sûr toujours les mêmes. Et les agents de la violence, si on veut bien les regarder, en fait, les agents les plus actifs, ceux qui dirigent les groupes, ils sont téléguidés, ils sont financés et ils sont manipulés. Hein. On a eu d'autres exemples en d'autres moments, et on en verra d'autres. Hein. On en verra certainement aujourd'hui
à propos de ce qui va se passer dans les rues des grandes villes, autour des fan zones relativement à la coupe de je ne sais trop quoi qui a lieu à Budapest. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut voir aussi, et ça souligne l'urgence pour nous autres d'intervenir, d'une part, et d'autre part, le fait que finalement, nous ne sommes pas les seules victimes, il y en a beaucoup d'autres autour de nous, de sorte que le mouvement de refus de cette violence et de cette soumission peut fédérer beaucoup de monde, et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Merci de, je sais pas, mais au moins de dire quelque chose de positif, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de dire que tout va mal. Mais il y a aussi, même sur les réseaux sociaux, il y a des trucs super, hein, ça permet aussi de ça, faut le dire, de rassembler, de, voilà. Donc tous les jeunes ne sont pas au fond du trou en train de regarder leur téléphone portable. Il y a des choses qui s'organisent. Et d'ailleurs, il faut organiser maintenant, parce que même aux États-Unis, il y a de gros mouvements contre Trump, mais ils sont complètement écrasés. Et il faut s'organiser maintenant avant que ce soit trop tard. Je suis pas, heureusement, je vais dire quelque chose de positif, mais oui, ça, voilà. Oui, allez, Nathalie. J'arrive un peu après la bataille, je suis désolée, il y avait un bout de chou. Je voulais, justement, dans l'idée d'apporter quelque chose de positif, apporter 2 témoignages. Alors un témoignage qui certes commence à dater un peu, puisque j'ai cessé d'être prof dans le secondaire en 2020, mais je l'ai été de 2014 à 2020. Brièvement au collège et puis ensuite en lycée à Villeneuve-Saint-Georges qui était quand même la commune la plus pauvre du Val-de-Marne et puis ensuite à Fresnes dans un lycée un peu plus bourgeois on va dire, mais j'ai gardé de mes années à Villeneuve-Saint-Georges un souvenir alors ébloui, pas du côté de l'administration de l'éducation nationale, des faux efforts mis en place, c'est-à-dire que ce qui avait été mis en place pour accompagner les élèves dans la préparation du bac, du jour où l'inspection générale est passée, et bien dans les 6 mois qui suivaient, il n'y avait plus rien, parce qu'une fois que l'inspection générale avait validé, l'administration a tout laissé tomber. En revanche, j'ai le souvenir d'élèves d'une maturité absolument impressionnante. C'était des gamins qui venaient en lycée, qui venaient pour l'essentiel, alors de différents quartiers de Villeneuve, mais pour beaucoup de la cité de Bois-Matard juste à côté, qui avait comme réputation essentielle d'être un endroit où ça défouraillait à tout crin tous les 4 matins. Et pour autant, ces jeunes étaient d'une conscience sur le monde qui les entourait, d'une curiosité, d'une capacité à mettre en perspective, y compris ceux qui vivaient dans leur propre lycée. C'était pour beaucoup des gamins dont les parents étaient relativement récemment immigrés. Certains n'étaient pas nés en France. Et oui, ils avaient conscience de la manière dont ils étaient traités. Et la réponse, c'était pas le repli, la réponse, c'était pas les réseaux sociaux et on sort pas la tête, c'était au contraire de se poser des questions. Et j'ai eu des contacts récemment, je pense à un élève qui était originaire de Côte d'Ivoire, qui est en train de faire une demande de naturalisation, qui est en doctorat, avec un contrat doctoral aujourd'hui du CNRS, qui quand il est arrivé à Villeneuve-Saint-Georges a été mis en classe de non-francophones, pour jeunes allophones. Et évidemment, très rapidement, quand il a ouvert la bouche, les profs lui ont dit « mais tu parles français ?» Et le gamin les a regardés avec un sourire jusqu'aux oreilles et leur a dit « oui, vous nous avez colonisé ». Et Yacouba, voilà, un jeune qui est arrivé tout seul. Les parents étaient restés en Italie, il était hébergé chez un cousin en région parisienne. Il a démarré une prépa, ensuite il a repris des études sur Poitiers, il est en doctorat aujourd'hui. Voilà, je pense qu'à un moment, le regard qu'on peut avoir sur les jeunes en perdition, sur l'éducation nationale qui ne remplit plus ses objectifs, il peut être aussi déjoué par des exemples de ce type-là.
Et ça remonte quand même bien le moral. Et puis un mot sur la situation aux États-Unis. Il se trouve que j'ai eu contact il y a quelques semaines avec des collègues de Chicago. Alors c'est dur, c'est très très dur, hein, puisqu'on discutait avec une collègue de sociologie qui a été arrêtée, elle, dans le cadre de manifestations contre la police de l'immigration. C'est extrêmement... Disons qu'il y a une brutalité qui arrive de manière très directe sur des populations qui, pour certaines, n'étaient jusqu'à présent pas très touchées, typiquement des enseignants à l'université. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au fond, ce qu'on se prend ici en termes de répression dans les manifs est à peu près équivalent. Et dans la manière de traiter les immigrés dans ce pays, on n'est pas si loin des États-Unis. Voilà. Alors, ça, c'est moins encourageant, mais la première partie, c'était pour le positif. Moi, ce qui me fait... alors, je sors vraiment de celui-là, je sais pas. Mais quand on parle d'un tel, en disant, mais tu te rends compte oui, ça me fait penser au fichier S, par exemple, parce que souvent, quand on parle de... Tu te rends compte, par exemple, qu'il y a eu ce militant de la France Insoumise, là, celui qui s'est pris dans la jeune garde, là, les antifascistes. Ouais, mais il est fichier S. Ouais. Alors, fichier S, je ne sais pas ce que s'imaginent les gens, mais fichier S, et c'est pas tous des djihadistes qui vont faire ça, le Bataclan. Des amis de ma fille qui sont fichier S. Il y a des gens qui sont fichier S parce qu'ils sont allés à une technopartie. Bon, je prends cet exemple parce qu'il me tient à cœur, parce que ma fille est à fond dans ce milieu et elle fait partie d'organisateurs de free party. Alors oui, je sais, c'est illégal, mais il faut voir le harcèlement qu'ils se prennent, comment ils sont présentés dans les médias, et c'est là, quand on connaît le côté de la free party et qu'on voit le traitement par les médias, parce que moi je suis blanche, j'ai jamais été, vous voyez, qu'on se rend compte du mensonge, parce que il y en a eu récemment dans le Lot, par exemple, ma fille a fait partie de ceux qui nettoient derrière. Et quand les gendarmes arrivent, le dernier c'était vers Rocamadour, ils leur ont pris les sacs poubelles et ils leur ont fait tout renverser pour pouvoir prendre des photos et pour montrer que c'était dégueulasse. Récemment, il y en a eu une là vers Bourges, alors là ma fille n'y était pas, ils ont mis partout dans les médias que ça pouvait sauter, c'était une base militaire, il y avait des... comment on appelle ça, des obus qui pouvaient sauter, et d'ailleurs ils en avaient enlevé deux. Ça fait que j'en avais un, il n'était pas du tout sur le site, il était à des kilomètres de là, et l'autre, il s'est rendu compte après que c'était pas un obus, c'est des restes de ferraille de tracteur, que ce site, il n'a jamais été fermé par des barrières, et que tout le monde y passe, y compris les tracteurs, depuis très longtemps. Voilà, il y a une diabolisation de la jeunesse. Moi, je trouve qu'ils ont pas mal de mérite. Ils se prennent 150 € par personne d'amende par personne. S'il y a 6 personnes dans la voiture, c'est 150 € chacun. Et encore ça, c'était avant la nouvelle loi qui vient de passer là. On leur confisque leur sono, ça coûte de l'argent. Enfin, voilà. Et à côté de ça, on peut voir des défilés de fascistes dans les rues de Lyon. Enfin, quand je dis de fascistes, je ne sais pas le terme d'ailleurs, je devrais dire de nazis, avec les drapeaux blancs et les trucs. Et ça, c'est légal. Ils ne sont pas arrêtés. Tout est normal. Quand ça se passe en même temps qu'une free party, où moi je me dis qu'est-ce qui va encore arriver à ma fille, parce que bon, bref, c'est pas normal que moi, ok c'est illégal, mais ma fille fait de mal à personne. Elle va pas jeter un arabe dans la Seine. Ok. Voilà. Entre parenthèses, moi je suis intimement persuadé, j'ai de plus en plus de raisons de penser qu'au plus haut niveau décisionnaire dans les services de police, rien ne sera fait contre la sécurité réelle. Rien. Pourquoi? Parce que c'est le fonds de commerce du parti. C'est tout. Et les plus hauts dignitaires de la police française ne feront rien contre la sécurité parce qu'ils sont tous, ou pratiquement tous, des sympathisants du RN. Je suis désolé. Hein? Quand le RN qui parle de la sécurité, etc., le RN, les gens qui assurent le service d'ordre de toutes les manifestations de l'RN, le meeting, les mouvements, etc., ce sont tous des gens qui ont des casiers longs comme le bras. Tous. Des casiers judiciaires énormes. Quand on pense, aujourd'hui, quand on parle de la violence politique, de l'aide de menaces, de ceci, de cela, etc., aujourd'hui, 87% des violences effectuées soit sur des élus, soit sur des citoyens normaux, etc., émanent des milieux d'extrême droite. Non. Alors qu'on arrête
de nous abreuver des conneries sans nom, notamment lorsque un identitaire a été tué malencontreusement lors d'une... alors là, on en a fait tout un pataquès, c'est une honte, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des violences qui sont pratiquées en France proviennent des milieux d'extrême droite, des violences politiques. Voilà. Alors, qu'on arrête justement, les services audiovisuels publics français devraient rétablir cette vérité-là. C'est leur métier, c'est leur fonction première. Ah oui, mais non. Théorique, oui. Voilà. Il ne faut pas oublier, moi je fais, d'ailleurs, il devrait faire l'heure d'une maxime d'un journal qui s'appelait le Daily Star aux États-Unis, à l'aube de la presse américaine, à l'époque, au milieu du XIXe siècle. C'est un journal qui avait une devise que je trouve magnifique: indépendance toujours, neutralité jamais. Merci. Je vais me permettre, petit moment de conclusion, vu que nous allons bientôt aller sur une autre étape de notre journée. Ensuite, Henri prendra la parole. Bon, si tu veux, on fait l'inverse. Donc, Henri va prendre la parole. Non, moi, je voulais faire une intervention par rapport à ce qu'on a entendu cet après-midi et aux interventions de Jean-Pierre et puis celle de Céline. Et les questions que ça entraîne sur l'apprentissage, la culture, la façon de penser, quoi. Et effectivement, à un moment, Céline a parlé elle a beaucoup parlé, même ça a été repris par Guy, sur la question de la bataille culturelle. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui fréquentent le mouvement de la paix notamment, vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Le thème de la bataille culturelle aujourd'hui, même si pour un pacifiste, j'aime pas le terme bataille, mais on est vraiment dans une offensive culturelle par rapport à ce qu'on a vu, entendu, par rapport à ce plan Vallon, à ce souffle révolutionnaire qu'ont été les jours heureux. Donc après, moi, pour être optimiste, j'ai toujours tendance à penser qu'un bon révolutionnaire est toujours optimiste, donc je suis optimiste. Réaliste et optimiste, mais réaliste de nos forces, mais aussi optimiste, parce que ce qu'on a fait cet après-midi, ce qui est un moment d'éducation populaire est particulièrement intéressant et contribue à enrichir nos connaissances. Un gobelet. Voilà, ça, c'est bien. Et aller plus loin dans nos réflexions et à nous armer d'une certaine manière, nous armer intellectuellement pour que nous aussi on ait des arguments et qu'on puisse parler avec plus de connaissances de ce qu'est l'éducation nationale pour ceux qui ne travaillent pas là-dedans. Voilà, je reconnais que c'est des domaines que je connais pas bien. Donc après, effectivement, on subit, Guy en a parlé, via les médias, le contrôle des médias, ce qui est un sujet qui était aussi dans les jours heureux, la liberté de la presse et aussi le contrôle de la presse, la lutte contre les monopoles. On vit un moment compliqué, difficile, c'est sûr. Ça, on va pas dire, je vais pas vous refaire le couplet de la pensée unique et voilà, ça vous êtes tous informés et mon camarade Nicolas en a bien parlé, l'intelligence artificielle fait que rajouter une couche à cette pensée. Donc c'est clair que, moi, pour rester optimiste, je me dis que les après-midi comme nous venons de faire, nous allons continuer la soirée avec Louise, contribuent à être des îlots de résistance à cette pensée unique, à ces dogmes. Donc moi je vous invite, vous avez un certain nombre d'associations qui sont présentes, qui luttent pour la paix, pour l'antifascisme, contre le fascisme, pour la paix, pour la solidarité, pour l'amitié, pour l'histoire aussi, pour la mémoire de ce qui s'est passé. Voilà, je vous invite à venir voir ce qu'on fait.
j'en profite pour parler d'une petite association qu'on a créée cette année, qui s'appelle, comme Steren à ses associations, à ses outils de réflexion et à ses outils pour la bataille culturelle. Nous avons estimé, plusieurs, qu'on devait avoir nous aussi nos outils de réflexion comme disait, je ne sais pas comment dire, de club de réflexion. On parlait du club Montaigne tout à l'heure. Voilà. Donc on a lancé le centre d'analyse des mouvements populaires, qui était un des organisateurs de la journée, et dont le but est de faire l'éducation populaire. De susciter du débat. On en parlait à midi, on va essayer de rééditer les carnets de Marty sur la révolte les mutins de la mer Noire, avec un annexe, une nouveauté, ce sera les paroles de la chanson sur les mutins d'Odessa. Donc on va essayer de faire ça et d'animer, parce qu'aujourd'hui les gens parlent, en fait. Moi c'était un des constats, on a relancé des causes, parce que moi le premier, on parle de sujets sans avoir les tenants et les aboutissants. Et donc c'est important de poser les choses. Ce qu'a fait Jean-Pierre, de poser les choses, de relire les attendus du plan Langevin-Wallon, de ce qui était, voilà, on pense que c'est important. Et de pas parler à tort et à travers, sinon ça finit en pensée Twitter avec les 100 millions de morts. Voilà, c'est deuxième réponse sur les réseaux sociaux, c'est souvent ça qu'on lit. Donc on doit être, nous aussi, avoir du bagage et des arguments, même si je pense que dans la salle, on est quand même déjà bien formés, pour avancer. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette structure, pour faire du portage culturel et du portage d'idées, pour aussi mettre ces idées dans le débat et porter une autre voix, quoi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué, on en a conscience, on n'a pas de médias visibles ou de présence visible dans les médias. Donc on doit mener cette bataille, mais je pense qu'aujourd'hui on a pas mal d'arguments, il y a pas mal d'outils. Donc là il y a une exposition sur la résistance sur le plateau des étangs. Moi, je pense que tout le monde aura plaisir à la consulter et à lire. Et c'est important de nommer les choses. Voilà. Et donc je pense qu'avec une journée comme aujourd'hui, qui était partie à la base d'une idée, je tiens à le signaler, de notre ami Kevin de l'ULCGT de Tulle, qui nous avait dit en mars, quand même, ça va être la date anniversaire du CNR, il faut faire quelque chose. C'est parti de là, je tiens à le dire. Donc vous voyez, c'est important je pense que vous aussi, si vous avez des idées, qu'on en parle et qu'on essaye de les porter pour ensuite avoir des journées comme ça. C'est important, vraiment. Que l'éducation populaire, la culture populaire, c'est les médias, effectivement, mais c'est aussi nous qui la faisons. Voilà. Donc je pense que, comme disait Nicolas, on est nombreux, on peut y arriver. Eh bien, merci encore une fois à tout le monde d'avoir participé. Comme vous avez pu le voir, le Conseil national de la résistance a été en son temps un rassemblement unitaire de personnes issues d'organisations différentes, de syndicats, de partis politiques, d'associatifs, venus d'horizons différents, qui ont aussi participé à faire que l'après-guerre a été un moment de bascule pour notre pays, pour notre histoire. Aujourd'hui, malheureusement, le rapport de force n'a plus rien à voir, comme j'ai dit lors d'une précédente intervention, avec ce qu'il était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Hier, des femmes, des hommes ont participé à construire ce rapport de force qui nous a été bénéfique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors je vous invite toutes et toutes aujourd'hui à être les acteurs réellement de ce que nous appelons nous via le camp et d'autres associations qui nous tiennent à cœur. Soyez les actrices et les acteurs de la culture de paix, de la culture populaire qui est nécessaire. Aidez-nous, aidez-vous. Au nom d'un axe, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que le programme du CNR, qui a été élaboré en des temps terribles,
et dans des circonstances terribles aussi. Il ne faut pas oublier que la sécurité sociale et toutes les branches de la protection sociale, tous les enjeux de civilisation qu'on représentait, notamment les lois sur la presse, etc., édictées par le CNR, sont encore d'une actualité brûlante. Je dirais même qu'il faut rendre hommage à la clairvoyance de nos aînés par rapport à un certain nombre de questions, par rapport à un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'ils avaient déjà fait l'expérience d'un certain nombre de choses et ils avaient mis en place un certain nombre de dispositions pour éviter que ces faits se reproduisent. Malheureusement, les rapports de force actuels font que le programme du CNR est de plus en plus en danger, alors que plus que jamais il est d'actualité. Et d'ailleurs, il est de plus en plus d'actualité qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais été appliqué dans sa totalité. Parce qu'il y avait tout un arsenal de propositions qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas été appliquées. Hein. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire hein, sur la connaissance du programme du CNR et sur ses implications modernes. Voilà.